et à Christophe Bex. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la Revue nationale stratégique fixe ses objectifs, celui de faire de la France une puissance d'équilibre en Indo-Pacifique, en développant justement des partenariats avec des acteurs clés comme l'Inde, l'Australie et le Japon, et en renforçant ses capacités d'anticipation et d'influence stratégique. Cependant, cette ambition soulève une contradiction. Comment la France peut-elle réellement incarner une puissance d'équilibre alors que certains de ses alliés historiques, comme ceux de l'alliance AUKUS, affichent une posture résolument tournée vers la confrontation avec la Chine? On se souvient notamment de la crise des sous-marins australiens, où la France a été évincée sans ménagement, et plus récemment des pressions exercées par Trump sur les Européens. Dans ce contexte, la France a-t-elle encore les moyens d'une diplomatie autonome et crédible dans la région, ou risque-t-elle d'être entraînée, malgré elle, dans une logique d'affrontement qui n'est pas nécessairement la sienne? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à vous. Bon, il y a dans ces deux questions, il y a beaucoup de questions. Je veux rappeler que les forces armées outre-mer sont des unités militaires interarmées, repositionnées, principalement à dominante maritime, réparties en 5 forces armées régionales, chacune responsable d'une vaste zone géographique, dénommée zone de responsabilité permanente. Et ces forces, évidemment, elles sont présentes, même si on peut toujours considérer qu'il faut plus de moyens. Elles jouent un rôle crucial dans la protection et la défense de nos territoires, notamment dans des régions stratégiques, nous l'avons dit, comme le Pacifique Sud et l'océan Indien. Les forces de souveraineté comptent environ 7100 hommes et femmes, complétés par des forces occasionnelles ou d'appoint venues de l'Hexagone en mission courte durée. Elles sont articulées en plusieurs commandements supérieurs, couvrant des territoires tels que les Antilles, la Guyane, la Polynésie française, la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie. Elles sont donc essentielles pour assurer la souveraineté française et protéger des intérêts nationaux dans des zones éloignées, tout en participant à des actions de coopération avec les États et les organisations voisines sur toute une série de missions que je ne détaille pas. De ce point de vue-là, c'était rappelé par le Président, la LPM consacre 13 milliards, hors spatial, c'est un élément important évidemment, par exemple en Guyane, 13 milliards pour les Outre-mer. Donc on ne peut pas considérer donc c'est négligeable et que ces Outre-mer seraient oubliés, notamment dans la LPM, même si leur place doivent être renforcées dans les réflexions sur la RNS. Et donc le prolongement dans la RNS sur terre, air, maritime. Nous prolongeons ces discussions avec le ministère des Armées. Croyez-moi, Sébastien Lecornu a été très actif, très réactif aux propositions que nous avons pu faire dernièrement sur la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de Mayotte. Sur les choix stratégiques ou nos alliances. Bon, je reprendrai les propos du président de la République. Dans l'Indo-Pacifique, précisément, nous voulons jouer pleinement notre rôle de puissance d'équilibre. Et nous verrons dans quelles conditions, je ne veux pas anticiper ce qui peut se passer, notamment le passage à l'acte des discours des dirigeants chinois pour ce qui concerne Taïwan. Hein. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, nous devons pleinement jouer notre rôle de puissance d'équilibre, préserver la France, évidemment, des affrontements potentiels. Mais je vais vous prendre une anecdote plus personnelle. J'ai signé, moi, les accords concernant les sous-marins, de première phase, en 2015 ou en 2016. Revenant d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie et passant par la Nouvelle-Zélande, j'ai été appelé par le chef de l'État de l'époque, François Hollande, pour me rendre à Canberra et signer cet accord. Et avec le Premier ministre australien de l'époque, je lui avais demandé, après avoir signé l'accord, parce que je voulais être prudent, pourquoi il avait besoin de ces sous-marins. Il m'avait apporté une réponse très très claire. Il m'avait dit, mais dans l'histoire, il
n'y a pas d'exemple qu'une puissance économique et démographique et militaire n'ait pas une volonté d'expansion. Alors je lui laisse ses propos, mais je comprenais que le monde était en train de changer, en tout cas dans ce Pacifique, et que pour l'Australie, on bute à des influences. Hein. Il suffit de lire la presse, la littérature, de regarder les séries australiennes pour se rendre compte de ce qu'est la menace chinoise. On ressemble à notre littérature pendant la guerre froide concernant les espions russes. Hein. Chacun c'est James Bond. Nous, les ennemis étaient russes, eux, ils sont chinois. Je caricature un peu, mais et donc à un moment où, par exemple, l'Australie est préoccupée par les événements du monde, participe des réflexions actuelles sur les conséquences à terme des discours et des actes du nouveau président, du président américain, ce lien avec l'Australie, avec les pays de cette zone me paraissent importants. Dans un cadre qui est celui de la puissance d'équilibre, dans ce Pacifique où nous avons notre propre place, et ça me semble être intéressant. Et évidemment, derrière cela, il y a toute notre industrie de l'armement qui doit pouvoir se déployer malgré les avatars que nous avons pu connaître et auxquels vous faisiez allusion.